Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au Ségur du numérique en santé pour le secteur social et médico-social. Plusieurs intervenants avec nous aujourd'hui. Donc vous avez Odile Jamet pour la délégation ministérielle du numérique en santé, Didier Alain pour la CNSA, Benoît Huet pour la NAP et pour l'équipe médico-sociale de l'ANS, Fanny et Mehdi. Comme d'habitude pour les webinaires, vous recevrez le replay directement par mail dès la fin de la session. On le mettra également en ligne sur le site de l'ANS comme support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet dédié, donc en bas à droite de votre écran, questions. N'hésitez pas à utiliser cet onglet-là. On va être un petit peu nombreux aujourd'hui, donc on va faire au mieux pour répondre à tout, mais dans tous les cas, n'hésitez pas. Je passe la main à nos intervenants et puis bon webinaire à tous. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente donc Odile Jamet, comme vient de le dire Élodie, à la DNS en charge de la transformation numérique du secteur social et médico-social. Alors, pour démarrer ce webinaire, on va se remettre en perspective. Mon espace santé, comme vous le savez, c'est la priorité du Ségur numérique. C'est la possibilité pour chaque citoyen, pour chaque patient, pour chaque usager, de reprendre la main sur son parcours de santé en passant d'un parcours santé qui est majoritairement papier aujourd'hui à un parcours de santé numérique. Donc, c'est un changement de paradigme assez fort qui doit permettre à chacun de disposer de tous les documents nécessaires à son parcours, que ce soit des examens, des évaluations dans le médico-social, des prescriptions, un plan personnalisé d'accompagnement, les documents qui sont échangés, par exemple, avec l'hôpital en cas d'urgence. Donc, tous ces documents-là, ce qu'on veut, c'est les mettre dans un espace sécurisé au format numérique, qui est donc mon espace santé. Donc, après une expérimentation, comme vous le voyez là à l'écran, en 2021 dans 3 départements, mon espace santé est maintenant en cours de généralisation. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, si vous ne l'avez pas déjà activé, vous pouvez activer mon espace santé. Vous n'avez pas besoin d'attendre de recevoir le courrier de l'assurance maladie. Vous pouvez anticiper. Mais pour que chacun des usagers, pour que chacun de nous puisse y trouver les documents de notre parcours, il faut que les professionnels jouent le jeu et alimentent mon espace santé. Alors on sait qu'avec le DMP, ça n'avait pas très bien marché parce que c'était compliqué, que c'était lourd pour un professionnel d'alimenter le DMP. Et donc, la promesse du Ségur numérique, c'est de mettre en place plusieurs leviers conjointement pour automatiser et rendre presque transparent pour les professionnels le fait d'alimenter mon espace santé. Donc, sur cette diapo, vous voyez que le volet médico-social et social du Ségur numérique vise à équiper les ESMS, donc, avec un DUI interopérable et communicant, pour pouvoir accélérer les usages du numérique et faciliter l'échange et le partage des données du parcours du santé au bénéfice des professionnels et des usagers. Donc le DUI, vous le voyez, il est au centre, c'est l'outil principal des ESMS, c'est l'outil métier des ESMS, il est au centre des usages et il doit, grâce aux 2 composants que vous voyez à droite, donc l'INS et Pro Santé Connect, qui garantissent la sécurité et l'interopérabilité, alimenter mon espace santé et mieux communiquer grâce à la messagerie sécurisée de santé. Donc l'INS, vous le savez, c'est pour s'assurer que quand 2 professionnels ou 2 établissements se partagent des documents concernant un usager, eh bien, il s'agit bien du même usager des 2 côtés. Donc c'est un dispositif de sécurité très important pour s'assurer qu'on parle bien de la même personne. Et puis Pro Santé Connect, c'est la même chose, mais c'est pour les professionnels. Quand 2 professionnels échangent, il faut qu'ils soient sûrs qu'ils communiquent bien entre eux et qu'il n'y a pas, par exemple, une erreur d'interlocuteur. Donc, mon espace santé là, que vous retrouvez sur cette diapositive, puisque le DUI doit à la fois alimenter et consulter mon espace santé. Mon espace santé, c'est donc plusieurs choses. C'est à la fois le DMP, qui est l'espace de stockage sécurisé pour y mettre les documents, un agenda de santé pour que l'usager dispose de tous ses rendez-vous médicaux ou médico-sociaux dans un seul et même agenda, une messagerie sécurisée citoyenne qui permet aux professionnels d'échanger avec les usagers et bientôt à venir un magasin d'applications référencées. Donc, ce qu'on va vous présenter à plusieurs voix aujourd'hui,
c'est comment accéder à tout ça, comment accéder aux dispositifs qui permettent à tous les acteurs du social et du médico-social d'entrer dans l'ère du Ségur numérique, c'est-à-dire de participer au même titre que les professionnels du sanitaire à l'alimentation de mon espace santé et plus généralement d'accélérer l'échange et le partage des données. Donc, ce qui est très important également ici, c'est que c'est une aventure collective, hein, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que tous les professionnels jouent le jeu pour que les usagers, pour que les professionnels échangent entre eux et que les usagers retrouvent tous ces documents dans leur espace santé. Donc, chacun doit faire sa part, que ce soit côté établissement et services médico-sociaux, que ce soit côté industriel, que ce soit côté pouvoir public. On a tous une responsabilité collective, c'est une aventure collective au bénéfice des usagers. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Didier, je te laisse poursuivre. Merci Odile. Alors pourquoi, alors est-ce que c'est moi qui défile ou c'est vous côté régie? Tu peux faire défiler. Je peux le faire défiler, mais j'étais pas prêt quand vous avez montré la fonction. Merci Fanny. Pourquoi, donc bonjour, je vous parle donc de la CNSA. Pourquoi en fait on déploie tous ces efforts technologiques? C'est pas pour le plaisir de la technologie, c'est vraiment parce que c'est un enjeu majeur pour le secteur et un enjeu qui fait face, enfin un secteur qui fait face à des défis qui sont assez spécifiques. La finalité de ce programme Ségur, c'est de faciliter la transformation du secteur médico-social. C'est pas à vous qui êtes acteur de terrain que je vais apprendre que cette transformation est extrêmement active et qu'elle est en cours, qu'elle est bien engagée depuis de nombreuses années, mais qu'elle s'accélère toujours, notamment et en particulier pour faciliter la coordination des professionnels et l'échange d'informations. Si je le formule d'une façon défensive, c'est éviter les ruptures de parcours, améliorer l'accompagnement des personnes. Je ne vais pas développer le sujet, mais peut-être que dans l'échange, nous aurons l'occasion de vous expliquer pourquoi nos convictions sont qu'un DUI interopérable améliore l'accompagnement des personnes. Pour les personnes accompagnées elles-mêmes, c'est d'améliorer l'accès à l'information qui les concerne et puis de favoriser leur participation à leur parcours de vie. Et puis, c'est un sujet important pour l'ensemble des acteurs du système, améliorer la connaissance des besoins et faciliter le pilotage à tous les niveaux. Donc ça, c'est vraiment les enjeux métiers qui sont portés par le Ségur. On peut résumer par cette phrase qui est très porteuse de sens pour nous, c'est faciliter la transformation du secteur au bénéfice des personnes accompagnées et des professionnels. Pour répondre à cette finalité, le Ségur a pour objectif, comme vient d'expliquer Odile, de généraliser l'utilisation effective du numérique dans le secteur. Alors, ça passe par le déploiement d'un dossier de l'usager informatisé interopérable, dont Odile a largement parlé dans la planche précédente, donc je ne vais pas y revenir. Mais ça passe aussi par d'autres leviers qui sont moins évidents pour les porteurs de projets, en tout cas, qui sont aussi de structurer l'offre des éditeurs et de favoriser l'innovation. Je pense qu'on y reviendra un petit peu. De faire monter en compétence l'ensemble des acteurs, et tout ça avec des financements importants pour les 5 prochaines années. Ces financements qui sont bien, je dirais, orientés et structurés par la feuille de route du numérique en santé. Voilà, on aime bien les chiffres en France, hein, mais retenez ce chiffre clé, c'est 630 millions d'euros sur 5 ans. C'est un effort qui n'avait encore jamais été mobilisé à ce niveau par la puissance publique pour le secteur médico-social. Alors, diapo suivante, Fanny, tu me diras après, pendant une pause, comment je peux les passer moi-même. Alors, c'est un grand programme, ça se structure avec des plannings, hein, ça se déroule dans le temps, ça a un début, ça a une fin. Ce que nous avait dit Odile, c'est que c'est maintenant, et effectivement, de 2021, où ça a déjà démarré en 2025, ça paraît très long, mais en fait, ça va très vite. En 2021, on a, avec des pionniers, un petit nombre, hein, environ 6100 ESMS quand même, hein, 250 projets, enfin 240, 230 environ, projets, 130 millions d'euros, on a rodé le dispositif. Et ça, c'est une phase qui nous a permis de poser des fondamentaux et nous assurer qu'on avait bien structuré la colonne vertébrale de ce programme, avec le premier fondamental qui est toujours que ce programme doit être proche du terrain. On a des ARS, des grades et des collectifs médico-sociaux numériques qui sont en première ligne aux côtés des porteurs de projets. Ça n'est pas un programme qui est piloté en centrale, ça n'est pas ni à la CNSA, ni à la DNS, ni à l'AP, ni à l'ANS qu'on valide vos projets, on est beaucoup trop loin de vos projets. Il y a un dialogue de gestion qui est au plus près des porteurs de projets grâce à l'échelon régional que nous avons énormément soutenu et renforcé. Et voilà, vous pourrez témoigner de votre possibilité d'accéder à ces ressources, mais en tout cas, on les souhaite les plus accessibles possibles.
Le deuxième point qui est très important, c'est que c'est un financement à l'usage. Dans le passé, dans le domaine sanitaire, il y a 10 ou 15 ans, on finançait sur le paiement de factures et on s'est rendu compte que finalement, les logiciels étaient installés, mais peu, voire pas utilisés. Ce programme vous invite à développer réellement une utilisation effective de ces logiciels et vous êtes incité financièrement à faire utiliser réellement ces logiciels par les professionnels. Troisième principe clé, la mutualisation, qu'on peut appeler aussi la coopération, c'est-à-dire préparer la mise en place de moyens communs et leur pérennisation. Je ne vais pas trop insister, je pense que Benoît y reviendra un peu, mais pour nous, une condition forte, c'est que les ESMS sortent de leur isolement et puissent se regrouper pour disposer de la taille critique, pour avoir des moyens pérennes pour piloter ces projets et ensuite faire vivre ces outils dans la durée auprès des professionnels. Et puis, un dernier axe qui est un peu le corollaire, en tout cas ce qui a permis le moyen de l'axe 1, rapprochement du terrain. Il y a des financements spécifiques qui sont dédiés aux ressources grades ARS et collectifs. Et, deuxième pan, on y reviendra un peu plus en détail après, des aides qui sont ciblées pour les OG de petite taille. L'idée n'étant effectivement pas de financer uniquement ceux qui sont déjà en avance pour encore accroître la longueur du peloton, mais bien arriver à avoir un effort spécifique pour que le peloton s'étire le moins possible, voire se regroupe et qu'on avance tous ensemble relativement groupés. Diapo suivante, je crois que c'est encore... Oui, ça va peut-être être moi, je crois. En pratique, voilà, c'est grand discours. En pratique, c'est quoi le parcours ? Je suis porteur de projet, c'est quoi mon parcours ? La première étape, c'est d'identifier des partenaires avec lesquels je souhaite coopérer. C'est clair, soyons simples. Si vous êtes un peu moins de 15 ESMS, vous avez moins de chances d'être éligible du point de vue de l'ARS. On détaillera après ces critères. Une fois que j'ai trouvé des partenaires, et ça peut prendre du temps, et il faut prendre le temps nécessaire, 2025, ça laisse quand même du temps, hein, je cadre mon projet. Hyper important, je vous parle en tant que vieux directeur de projet avec des poils blancs dans la barbe. Le cadrage, c'est 80% de la réussite d'un projet. Donc, prenez le temps de bien poser les éléments structurants de ce projet. Une fois que c'est cadré, vous pouvez constituer votre candidature et la déposer à l'ARS. Vous avez des fenêtres de financement. Hein. Cette fenêtre de financement pour l'année 2022, elle est ouverte depuis le 15 mars et elle se fermera le 30 septembre pour les appels à projets régionaux. Et puis, on a un appel à projet national pour les porteurs qui ont beaucoup de SMS qui va ouvrir d'ici quelques semaines. Je dialogue pendant toute cette phase avec mon ARS et mon grade et le collectif SISMS qui sont très près de vous pour vous aider à bonifier votre projet et puis à avoir une candidature de bonnes conditions. Et puis, vous mettez les éditeurs en concurrence si vous voulez changer de logiciel ou si vous n'en êtes pas doté. Très important, il faut les mettre en concurrence. Mais par contre, si vous êtes déjà équipé et vous souhaitez uniquement que votre éditeur grimpe une marche et aille sur un DUI moderne, à l'état de l'art, interopérable, vous permettant de vous connecter au service dont a parlé Odile dans la première planche, je prends contact avec mon éditeur actuel pour qu'il m'accompagne dans une montée de version. Cette première étape des parcours étant terminée, vous signez une convention avec l'ARS qui vous engage dans l'atteinte des objectifs et vous bénéficiez dès ce moment-là d'une avance de l'ordre de 50% du montant de la subvention qui vous a été accordée. On contractualise l'éditeur et ensuite, c'est là que ça commence vraiment. Vous engagez le projet avec plusieurs étapes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, à un moment, vous validez le paramétrage. Voilà, le logiciel était installé d'usine, vous l'avez adapté à vos besoins, vous validez ce paramétrage. Et puis après cette étape de validation de paramétrage, vous engagez les formations avec vos professionnels et vous déployez le logiciel, il est installé, mais surtout, vous faites des formations et de l'accompagnement au changement. Et à la fin de cette étape, alors pas d'accompagnement au changement, mais en tout cas d'utilisation effective, il y a un jalon qu'on appelle la vérification de service régulier. Tout fonctionne bien, il n'y a plus de bugs bloquants. Et ça fait plusieurs mois que je teste, que j'utilise effectivement ce logiciel dans mon site. Et à cette étape-là, c'est marqué par un jalon contractuel dans la grande majorité. Enfin, en tout cas, il faut marquer par un jalon contractuel avec votre éditeur, puisque généralement, c'est là qu'il part vraiment, hein, et qu'il vous laisse en maintenance. Et là, vous touchez le solde de votre projet en fonction des cibles d'usage et des engagements que vous aviez pris. L'histoire ne s'arrête pas complètement, puisque le développement des usages, c'est un sujet continu. Vous avez de nouveaux professionnels qui rentrent, il faut les accompagner aussi pour les utiliser effectivement. Vous avez aussi des transformations des pratiques qui continuent à se produire pour améliorer la qualité de l'accompagnement, interagir de façon plus importante avec l'entourage et les familles. Et donc, le développement des usages est quelque chose de continu qui, bien sûr, dépasse la simple durée du projet lui-même. Diapo suivante.
C'est encore moi. Merci Fanny. Je vais aller assez vite parce que c'est des planches qui sont un petit peu détaillées, mais on vous invitera plutôt à les consulter par écran. Néanmoins, les points clés, donc vous avez 50% qui est une avance au moment où signez la convention avec l'ARS et 50% à la fin du projet. D'accord ? Cette fin du projet, ces 50% sont conditionnés à des engagements à atteindre des cibles d'usage. Des cibles d'usage, c'est un mot savant pour dire simplement une utilisation effective. Alors, comme tous ces sujets, ça se chiffre, il y a des indicateurs. Voilà, vous avez 2 indicateurs importants cette année qui sont devenus des indicateurs obligatoires et des cibles obligatoires dans le cadre du programme en 2022 en régionalisation. D'abord, une utilisation effective de la messagerie sécurisée santé, où pour 70% des usagers qui peuvent bénéficier d'un projet d'accompagnement personnalisé, on vous demande d'avoir utilisé au moins une fois la messagerie sécurisée santé. Et puis, un indicateur qui ressemble fort à celui-là pour le dossier médical personnel, donc composante de mon espace santé, où là aussi, on vous demande pour les usagers qui peuvent bénéficier d'un projet personnalisé d'avoir eu un dépôt d'au moins un document dans 70% des cas. Et puis, une deuxième série d'indicateurs qui sont des indicateurs sur l'utilisation du DU lui-même. Les 2 premiers indicateurs, c'est sur des services d'échange et de partage, les services qui vont soutenir la coordination des professionnels. Les 3 autres indicateurs sont des indicateurs sur l'utilisation du dossier de l'usager informatisé lui-même. D'abord, avoir un nombre de dossiers de l'usager actifs parmi votre file active très conséquent, 90%. Des DUI, dossiers de l'usager informatisé, qui ont un projet personnalisé, 90%, c'est la loi, donc le 90% nous semble presque un minimum finalement. Et puis aussi des dossiers de l'usager qui sont utilisés pour gérer les événements et l'agenda de la personne en lien avec l'agenda des professionnels, donc avec au moins un événement pour 90% de ces dossiers. On a ajouté des critères, des normes de délai qui sont plutôt indicatives, mais qui sont importantes parce qu'au plus un projet est long, au plus il y a de risques. Et donc, on pense qu'un projet de montée de version, je ne change pas de logiciel, mais mon éditeur m'accompagne pour que je puisse avoir une version à l'état de l'art, c'est plutôt entre 9 mois. Vous pouvez être en dessous. Si vous êtes très au-dessus, c'est qu'il y a dans vos prévisions, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut interroger sur votre cadrage. Et puis pour les acquisitions, c'est un délai qu'on estime plutôt maximum autour de 18 mois. Voilà. C'est des repères, ils ne sont pas obligatoires. Les ARS ne sanctionneront pas si ces délais ne sont pas respectés. Mais en tout cas, en bonne pratique de projet, il faut essayer de tendre vers ces délais. Et le pilotage des délais, c'est très important. Peut-être, merci Didier. Avant de passer la parole à Odile, je crois qu'il y avait une question dans le chat que tu as dû voir, Odile, mais je crois qu'on ne voit pas ta réponse. Donc, je ne sais pas si vous voulez la prendre maintenant ou plus tard. Alors, en fait, je n'ai pas réussi à répondre. Tout de suite, ça a marqué que j'avais répondu et je n'ai pas réussi à écrire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas très grave. On va répondre à l'oral. Didier, je pense que tu vois la question. Également. Donc, il s'agit de savoir si les services d'aide à domicile sont éligibles au programme ESMS numérique. Je pense que c'est ça la question. D'accord. Alors oui, tout à fait. Ils sont éligibles au programme ESMS numérique pour leur partie soutien aux personnes fragiles. C'est-à-dire, grosso modo, la partie qui est tarifée par les conseils départementaux ou les CARSAT ou les choses comme ça. La partie soutien, activité dite de confort, jardinage, soutien scolaire, etc., n'est pas éligible. Donc, en fait, les SAD peuvent tout à fait candidater. Et on fait un prorata de leur activité en faisant une règle de 3 et en ajustant la subvention à leur activité réellement médico-sociale. Bien sûr qu'ils sont éligibles. Ils sont même tout à fait importants. Merci. On te laisse peut-être la parole, Odile, sur la partie financement, vision par situation du porteur de projet. Oui, tout à fait. Alors, on poursuit sur donc l'idée dans ce programme et dans ce que déjà vous a présenté Didier à l'instant, c'est qu'on a vraiment essayé d'avoir des situations, des financements qui s'adaptent aux situations des différents ESMS. En particulier, il y a 3 situations. D'une part, les ESMS qui n'ont pas encore de DUI ou ceux qui ont une solution mais qui est mal ou peu utilisée et qui du coup veulent en changer. Deuxième situation, les établissements qui ont déjà un DUI et qui veulent le faire évoluer. Et troisième situation, les organismes gestionnaires de petite taille. Donc, dans chacune de ces 3 situations, on a des programmes de financement, des programmes d'investissement qui sont un petit peu différents et qui concourent tous à
à ce même objectif, encore une fois, qui est d'accélérer le déploiement du numérique au bénéfice des usagers, comme ça a été dit en introduction et rappelé par Didier. Donc, on est toujours bien dans ce même objectif. Et là, on est vraiment dans le fait d'articuler ensemble différents leviers conjointement pour atteindre ces résultats. Donc, les ESMS qui n'ont pas encore de DUI, eh bien, vont se tourner vers le programme ESMS numérique dont Didier vient de parler pour s'équiper avec un DUI qui est compatible avec Mon Espace Santé. Et là, le financement sera à hauteur de 14 500 € par établissement, ou plus exactement jusqu'à 14 500 € par établissement pour l'éditeur. Et si l'éditeur n'est pas encore référencé Ségur, le montant sera de 12 000 €. Et puis en parallèle, pour déployer les usages, donc les indicateurs là aussi dont vient de parler de Didier, eh bien le SMS pourra avoir une subvention à hauteur de 7 000 € par établissement. Deuxième cas de figure, on va revenir sur le détail de ces différentes situations. Pour les ESMS qui ont déjà un DUI et qui veulent le faire évoluer, là, il y a deux leviers qui sont combinés. D'une part, le programme ESMS numérique auquel vous allez pouvoir avoir recours pour accélérer les usages. Et là, la subvention sera à hauteur de 5 000 € par établissement. Et en parallèle, le dispositif SONS, système ouvert et non sélectif, qui va vous permettre de disposer, qui va permettre aux établissements de disposer d'un financement par l'État qui sera versé directement à l'éditeur avec un reste à charge nul pour l'établissement. Et donc, l'établissement bénéficiera directement d'une version compatible Mon Espace Santé. Et ça, c'est le dispositif SONS sur lequel on reviendra également tout à l'heure. Et puis, troisième situation, les organismes gestionnaires de petite taille, c'est-à-dire moins de 15 ESMS dans l'organisme gestionnaire, peuvent bénéficier d'aide à l'investissement pour s'équiper en matériel et infrastructures. Et donc là, le montant, c'est de 20 000 € par établissement. Et puis, peuvent bénéficier également de prestations d'accompagnement, d'AMOA, pour les aider à sécuriser leur projet, alors que ce soit dans la phase très amont de préparation du marché public, d'élaboration du marché public. Et là, le montant est de 15 000 € pour le projet, pour l'ensemble des établissements du projet. Et puis, pour sécuriser le déroulé du projet, le déroulement du projet, un financement également pour l'ensemble des ESMS qui participent à ce projet à hauteur de 100 000 €. Donc voilà un peu le panorama général des financements qui peuvent être attribués en fonction des différentes situations. Alors, donc Didier, c'est toi qui reprends la main et on répondra aux questions à la fin, Fanny ? Oui, ok. Oui, parce qu'il y a des questions assez pointues sur les grappes qui nécessitent un petit peu de temps pour y répondre. Donc, on les prendra plutôt effectivement après notre exposé. Alors, on va vous passer quelques planches pour zoomer un petit peu sur les financements en prenant des illustrations que vient d'expliquer Odile pour pouvoir les rapprocher en fait de votre perception de la situation. Donc, on a ce premier cas des établissements qui remplacent en fait leur logiciel ou qui n'en ont pas, qui veulent s'équiper. Donc, évidemment, notre objectif, là, c'est de permettre à ces organismes-là de s'équiper d'un DUI. L'objectif du programme étant qu'une grande majorité du secteur, à terme, doit être équipé. On vise un objectif de 80 à 90% de SMS équipés d'un DUI interopérable. Les bénéficiaires, ça répond à pas mal de vos questions. Ce sont simplement tous les établissements et services socio-médico-sociaux qui sont mentionnés à l'article L312-1 du CSF. Et en tout cas, dans ce cas-là, pour ceux qui ne sont pas encore équipés ou qui souhaitent renouveler leur solution. De principe, un financement pour l'équipement logiciel, d'accord, vous avez de l'argent qui va à l'éditeur pour payer les factures de l'éditeur, les licences, ses prestations, et puis un financement à l'usage qui va vous aider en fait à mettre des moyens pour accompagner les professionnels dans l'utilisation du logiciel, conduite de projet, réflexion sur vos processus, accompagnement au changement. Et là, on a un premier point qui répond à certaines de vos questions. Effectivement, je vous l'ai dit, on vous demande de vous regrouper pour atteindre une taille minimale.
Ce minima, il se situe autour de 15. Ça n'est pas un plancher mathématique. C'est estimé, apprécié par les ARS en fonction des situations de chaque porteur. 15. Et on a réduit ce minima à 8 ESMS pour la Corse et les départements ultramarins, étant donné que le nombre de SMS total est inférieur. On a perdu Didier, je crois. Je crois qu'on a perdu Didier, oui. Alors, je peux prendre le relais. Donc, je pense que comme tout à l'heure Didier l'a dit, les financements sont conditionnés à l'atteinte de cibles d'usage, qui sont les indicateurs que Didier vous a présentés tout à l'heure. Je vais passer peut-être sur la diapo suivante du coup. Alors là, ce qu'on vous donne, ce sont quelques exemples d'organismes qui veulent changer de DUI ou qui n'en ont pas encore. Donc, par exemple, un porteur dans les domaines PA, PH, il y a une coquille, c'est pas PU, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap ou domicile en 2022, dans le cadre d'un regroupement de moins de 50 ESMS. Mais plus que 15 ESMS, comme on vient de le dire là. Et donc, il faut se regrouper en grappes et répondre à un appel à projet, publier. Voilà, je finis ma phrase et je te laisse reprendre la main. Voilà. Donc, un appel à projet publié sur le site des ARS. Donc, les appels à projets sont disponibles depuis le 15 mars ou la semaine du 15 mars globalement, 15 mars 2022 sur les sites des ARS de vos régions et sont ouverts jusqu'à la fin du mois de septembre. Et donc, les dossiers sont instruits au fil de l'eau par l'ARS en fonction d'un certain nombre de critères, en particulier évidemment de la qualité du projet, de la maturité du projet qui est présenté. Voilà, j'ai présenté la partie droite, je te laisse revenir et représenter le centre. Alors, on se place dans un exemple, en fait, d'une grappe de 15 ESMS, donc dans une situation d'acquisition. Retenez ce terme, vous parlerez que l'ARS, je suis en situation d'acquisition, c'est une grappe d'acquisition. Et donc, je dois mettre, en fait, je dois faire une mise en concurrence. En 2022, il vous est demandé d'utiliser un vecteur d'achat national qui s'appelle le système d'achat dynamique, pour procéder à votre mise en concurrence. On pourra répondre à vos questions sur ce point particulier qui est très technique, mais on ne va pas rentrer dans ces détails maintenant, sinon on risque de vous noyer. J'obtiens un forfait dans ce cas-là de 21,5 kg par ESMS, donc qui se décline entre 7 kg pour les usages, l'accompagnement au changement, et 14,5 kg pour le logiciel. Alors pourquoi j'ai 14,5 ? C'est parce que j'ai en plus, dans cette mise en concurrence, j'ai finalement choisi un éditeur qui était référencé Ségur. On reviendra après ce que ça veut dire. Mais j'aurais pu prendre un éditeur qui n'est pas référencé Ségur. En tout cas, en 2022, c'est possible. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu la facture n'aurait été pas de 14,5 pour l'éditeur, mais de 12,5 kg. Donc, si j'ai 46 ESMS, je vais obtenir un montant de 989 kg, dont 322 pour les usages et 667 pour le logiciel. Alors, pourquoi on vous donne cette illustration ? Parce qu'en fait, vous pouvez vous dire, un forfait de 21 000 € pour équiper mon DUI, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, vous savez bien qu'il faut venir grouper et que donc, en fait, on arrive à des montants conséquents, quand bien même vous ne seriez pas 46, même à partir de 15, on arrive à des montants qui sont tout à fait conséquents et qui, de notre estimation, vous permettent de financer des projets tout à fait ambitieux. Alors, si la solution n'est pas référencée Ségur, c'est le second cas, eh bien, finalement, pour 46 ESMS, je vais obtenir un petit peu moins, mais la partie maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire pour les usages, pour l'accompagnement au changement, vous voyez, ne bouge pas, 322 kg, et c'est la partie, ce qui sera versé à l'éditeur qui va un peu diminuer. L'idée, c'est que simplement, il y a une prime aux éditeurs qui, aujourd'hui, font l'effort de se référencer Ségur, qui est un effort quand même assez conséquent pour atteindre un niveau sur les services socles qui leur demandent des adaptations importantes. Voilà, première situation, PA, PH, domicile, acquisition, renouvellement. Alors, je crois qu'il faut que je fasse comme ça et comme ça. Pour passer à la diapo suivante, j'ai trouvé, merci Fanny, j'ai trouvé le bouton.
Deuxième situation, il y avait des questions hein, dans le chat à ce sujet. Je suis un porteur qui m'occupe de personnes en difficulté spécifique, de protection de l'enfance, d'accueil, hébergement, insertion ou de protection juridique des majeurs. Et je suis aussi en situation de renouvellement pour le DUI. Eh bien, finalement, la situation est presque la même que pour des porteurs des secteurs PA, PH et domicile. Je peux, le processus est le même, hein, répondre à l'appel à projet régional, dans les mêmes conditions qu'a décrit Odile, je n'y reviens pas, mon dossier est inscrit au fil de l'eau, etc. Par contre, il y a une particularité pour ces secteurs-là, c'est que vous devez, c'est pas vous pouvez, mais vous devez choisir une solution qui est référencée Ségur, après une mise en concurrence. Par contre, et ça c'est un point important, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser le vecteur d'achat public national qui a été conçu. À vrai dire, d'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité, puisque ce vecteur d'achat ne prévoit pas, il a été construit en 2021, enfin même en 2020, il ne prévoit pas dans son cahier des charges ces publics-là pour des tas de raisons historiques. Donc, vous n'avez pas la contrainte, ni d'ailleurs la possibilité de vous appuyer sur ce vecteur d'achat public. Donc, mise en concurrence, je dirais classique, vous pouvez utiliser, si vous souhaitez, le code de la commande publique et vous y soumettre volontairement, ou si vous y êtes soumis et mener une procédure à votre propre main, ou faire une mise en concurrence en dehors du code de la commande publique. Évidemment, dans tous les cas, on vous invite à faire une vraie mise en concurrence pour que vous puissiez être en situation de réellement négocier des conditions contractuelles avec votre éditeur avantageuses. L'équation, finalement, est assez proche de celle qu'on a vue précédemment, 21,5 kg par ESMS, puisque, de fait, à chaque fois, votre éditeur étant référencé Ségur, ce sera la prime, entre guillemets, Ségur de 2,5 kg qui sera accessible. Et donc, vous aurez un montant de 989 kg au total, dont 322 pour vous, maîtrise d'ouvrage, pour l'accompagnement au changement, développement des usages, et 667 pour payer les factures de l'éditeur. En pratique, et là ça répond à une de vos questions, mais je pense que je ne sais plus si c'est Odile ou Fanny qui reviendront dans les planches précédentes, la publication des référentiels qui permettront aux éditeurs de se référencer Ségur pour ces secteurs-là est décalée dans le temps, un peu plus loin dans l'année, et donc vous pouvez tout à fait candidater maintenant, mais vous ne pourrez pas aller au bout de la candidature tant que ces éditeurs ne seront pas référencés, et donc il y a un calendrier qui est un peu décalé dans le temps. On pourra vous expliquer le pourquoi de la chose par la suite. Mais en tout cas, n'attendez pas pour constituer vos grappes et commencer à échanger avec les éditeurs. C'est encore à moi. Oui, il y a un troisième cas d'acquisition de renouvellement qui est le cas où je suis un porteur qu'on va qualifier de national. Alors, national, c'est quoi? C'est certaines structures. Alors, bon, s'il y en a dans l'Assemblée, elles vont se reconnaître très, très vite. Des structures particulières qui ont fait un mandat pour porter un problème particulier sur un public très spécifique au niveau national. On peut parler des centres de ressources autisme, par exemple, qui sont déjà financés, mais c'est ce type de structure et qui ont moins de 50 structures dans leur environnement de pilotage. Ou l'autre cas plus général, où vous avez votre porteur ou votre grappe a plus de 50 structures. Bon. Dans ce cas-là, le principe est très très proche. La différence, c'est que ce projet est étudié au niveau national. D'abord parce que il va y avoir de la masse, que c'est des projets qui nécessitent une attention particulière. Et donc, voilà, nous allons instruire au niveau national, CNSA, DNS, ce projet. Le pilotage sera par la suite confié à une ARS et il y aura un dispositif de pilotage adapté à ce type de projet. Alors, c'est un peu la même mécanique, je ne vais pas relire toutes les petites lignes, c'est même pas un peu, c'est exactement la même mécanique que pour les projets précédents, à la différence près que du 1er au 49e ESMS, le montant de financement est le même que pour un projet régional classique, mais à partir du 50e ESMS, on applique une décote pour tenir compte du fait qu'il y a un rendement, un rendement croissant lié à la taille du projet, et que bien sûr l'effort de déploiement va s'améliorer, enfin en tout cas va coûter moins cher à partir du moment où on a des projets en masse où on fait des économies d'échelle assez importantes. Donc voilà, exemple chiffré, je suis côté PA, PH et domicile, je prends un logiciel référencé Ségur, eh bien ça me donne pour 64 ESSMS 1 123 000 euros, somme quand même conséquente, 371 000 pour les usages et 752 kg pour le logiciel. On sera, si on prend le même projet, plutôt côté PDS, PDE, AHI et PJM sur exactement le même montant, puisqu'on est sur une configuration d'un éditeur qui est référencé Ségur.
Et puis le troisième cas, alors qui est petit 2, là, je peux pas, enfin, je montre mon écran, mais vous ne voyez pas grand-chose. Le petit 2 dans la colonne PAPH2, DOM, pardon, c'est un éditeur non référencé Ségur. Et bien là, on a un forfait partie éditeur qui est moindre, et donc qui se répartira en 371 kg € pour la maîtrise d'ouvrage, le développement des usages, et 602 kg € pour la partie éditeur et logiciel. Voilà pour les cas d'acquisition où je change, où je renouvelle complètement mon logiciel. Donc, j'ai un effort important à faire. Je crois que pour la suite, je passe la parole à Odile. Ce sont les cas où je suis déjà équipé. Exactement. Merci Didier. Donc, les cas où on est déjà équipé, on a déjà un DUI et on veut faire évoluer son DUI. Donc, ça peut être, vous pouvez l'avoir acquis, ce DUI, dans le cadre de la phase d'amorçage du programme ESMS numérique, c'est-à-dire avoir été financé par le programme ESMS numérique en 2021, ou vous pouvez l'avoir acquis tout à fait antérieurement. En tout cas, vous avez déjà un DUI et vous voulez le rendre compatible avec mon espace santé. Donc, vous allez bénéficier à la fois de financement dans le cadre du programme ESMS numérique et puis dans le cadre de SONS. Donc, l'objectif, c'est toujours le même, in fine, c'est d'accélérer les usages du DUI et des services socles avec une version du DUI qui soit compatible avec mon espace santé. Les bénéficiaires sont toujours les mêmes, c'est-à-dire tous les ESMS mentionnés à l'article L312-1 du CASF, mais uniquement, cette fois-ci, ceux qui sont déjà équipés d'un DUI. Il s'agit vraiment d'une montée de version, donc ça veut dire qu'on a déjà un logiciel. Et donc, le financement de la montée de version se fait... alors, j'ai un placard qui est apparu là au milieu avec une demande de vote. Ah oui, c'est la question. Donc, du coup, je ne vois plus le support. Alors, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, le principe, c'est qu'on va financer la montée de version, c'est-à-dire c'est l'État qui va payer cette montée de version directement à l'éditeur. Et la contrepartie, c'est que l'éditeur va vous installer une version compatible avec mon espace santé, ce qu'on appelle une prestation Ségur, c'est-à-dire les établissements vont bénéficier d'une prestation Ségur financée par l'État. Donc ça, c'est la partie technique qui va permettre la montée de version. Et puis la partie financement à l'usage qui va directement aller, donc c'est des financements qui vont aller aux professionnels de l'établissement, à l'établissement, pour accompagner la transformation des pratiques grâce aux apports du numérique. Il ne suffit pas d'installer un logiciel technique, il faut aussi revoir un certain nombre de processus dans l'organisation pour améliorer les pratiques et avoir des pratiques qui intègrent directement le numérique. Donc là, on reste dans le cadre d'un financement à l'usage, dans le cadre du programme ESMS numérique, et on est toujours dans le cadre des GRAP, c'est-à-dire minimum 15 ESMS en métropole et 8 en Corse ou dans les territoires ultramarins. Là aussi, quelques exemples pour rendre les choses plus concrètes. Donc, je ne reviens pas sur la partie gauche où, pour le financement à l'usage, vous devez candidater, les ESMS doivent candidater aux appels à projets régionaux dès lors qu'il s'agit d'un groupement de moins de 50 ESMS. Et donc là, quel que soit le domaine du porteur de projet, personnes âgées, personnes en situation de handicap, domicile, personnes en difficulté spécifique, protection de l'enfance, accueil, hébergement, insertion, protection juridique des majeurs, donc quel que soit le domaine, pour faire une montée de version. Donc, d'une part, il faut absolument avoir une solution qui soit référencée Ségur, et en candidatant à l'appel à projet ESMS numérique dans le cadre d'une GRAP, chaque établissement va obtenir un financement à l'usage de 5 000 € par établissement. Donc là, on ne parle pas de la montée de version technique, on ne parle que du financement à l'usage. Donc là, on est par exemple dans un groupe de 35 ESMS et donc un financement de 5 000 € par établissement. Et donc le financement total s'élève à 175 000 € pour le groupe de SMS pour l'aider à transformer ses pratiques, à transformer ses usages grâce aux apports du numérique. Et puis, deuxième étape, eh bien, pour bénéficier de la montée de version technique, là, cette fois-ci, il faut que chaque ESMS signe un bon de commande dans le cadre du financement SONS. Ce bon de commande, c'est l'éditeur qui le propose à son établissement, à chaque établissement, à chacun de ses clients. À partir du moment où l'éditeur est référencé Ségur, il peut bénéficier de ce financement. Et donc là, l'éditeur va percevoir directement pour installer cette version compatible
la paramétrer, former tous les professionnels qui en ont besoin dans ces 35 établissements, eh bien, l'éditeur percevra, donc le barème, je reviendrai tout à l'heure sur le barème, mais un total de 43 120 €, c'est-à-dire 35 fois 1232, qui est le barème pour cette tranche-là d'établissement. Voilà. Alors, entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est-à-dire le financement à l'usage et dans le cadre de SMS numérique pour développer les usages et le montant technique pour faire la montée de version technique, on peut les faire. Il n'y a aucune dépendance de calendrier, enfin en tout cas aucune obligation de dépendance de calendrier. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile de commencer par mettre à jour sa version technique, puis ensuite chercher à développer les usages, à déployer les usages. C'est un peu plus compliqué dans l'autre sens, mais a priori, rien ne l'interdit. Il n'y a pas de blocage sur cette articulation. Toujours dans donc, même cas, enfin, même exemple, un porteur national, mais là avec plus que 50 SMS, donc c'est le même cas que citait Didier également tout à l'heure dans le cadre d'une acquisition, où là, les groupements de 50 SMS et plus vont répondre à l'appel à projet national, qui sera publié au 2e trimestre de cette année. Et là, ça concerne à nouveau tous les domaines du social et médico-social. Et dans l'exemple qui est donné ici, pour 72 SMS, eh bien, jusqu'au 49e, le montant du forfait à l'usage, c'est 5 000 €. Et ensuite, au-delà, à partir du 50e, c'est 2 000 €. Donc, jusqu'au 49e, c'est 49 fois 5 000. Et ensuite, ça fait 72, enfin, du 50e au 72e, ça n'est plus que 2 000 €. Donc, le total pour les 72 SMS, c'est 291 000 pour aider à développer les usages. Et puis, côté éditeur, l'éditeur percevra 88 704 €, c'est-à-dire on reste dans la même tranche en termes de nombre d'établissements. On est sur 72 établissements multiplié par donc, le montant du barème qui est à 1 232 € et donc un total de 88 704. Ce qui est précisé un peu en dessous, c'est que, évidemment, s'il y a des organismes de petite taille dans ce groupement, ils peuvent aussi, en plus, obtenir les financements spécifiques à l'équipement matériel notamment, que j'ai mentionné tout à l'heure sur la page de synthèse, c'est-à-dire 20 000 € par établissement, si les organismes qui sont partie prenante de ce regroupement, si les ESMS, qui sont partie prenante de ce regroupement, appartiennent à un organisme gestionnaire dans lequel il y a moins de 15 établissements. Voilà pour ces exemples concrets. Didier, je te repasse la parole justement pour les organismes de petite taille. Alors, effectivement, merci Odile. Ah, je vais rallumer ma caméra, pardon, ce sera plus agréable. Donc, comme je vous le disais en introduction, il y a un effort particulier qui est fait pour les organismes gestionnaires de petite taille. Et ce que je vous présente là, en fait, se cumule aux financements qui vous ont été présentés précédemment. Ce ne sont pas des financements spécifiques. Alors, l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces ESMS, en particulier pour s'équiper en matériel. On sait qu'il y a un nombre de SMS conséquents qui ont un sujet tout simple, entre guillemets, de matériel, que ce soit de l'équipement terminal pour les professionnels ou des équipements réseau. Et de l'informatique sans matériel, ça ne marche pas, c'est clair. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi pouvoir accompagner, enfin, disons, appuyer ces établissements pour qu'ils bénéficient d'un appui plus fort en termes de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire avoir des ressources de chefferie de projet, pour soutenir le déploiement des usages. Alors, quels sont les ESMS qui sont bénéficiaires qui peuvent être bénéficiaires de ces financements spécifiques? Ce sont toujours la même plaque de SMS, L312.1 du CASF, à partir du moment où ils sont rattachés à des organismes gestionnaires de moins de 15 ESMS. Là non plus, ne prenez pas ce chiffre comme un plancher mathématique. Autour de ce chiffre, les ARS procèdent à des études au cas par cas, et parfois des ESMS plus petits sont finalement très bien équipés, très matures, ou ont déjà bénéficié de nombreux financements et du coup ne seront pas retenus pour ces financements spécifiques. Parfois des ESMS qui sont un peu au-dessus de cette taille sont jugés comme ayant besoin d'un soutien plus important, et donc les ARS ont liberté évidemment de naviguer autour de ce plancher de 15 ESMS. Ces financements sont alloués indépendamment du type de projet, ça peut être pour une acquisition ou une montée de version. Par contre, ce financement doit être impérativement concomitant avec un projet de DUI, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas obtenir ces financements en dehors
des projets dont on vous a parlé précédemment. Et ils sont versés sur le même rythme, les mêmes conditions et les mêmes échéances que les financements précédents. Hop, je passe à la diapo suivante. Alors, pour entrer un peu dans le détail, alors un point important, on aurait pu le mettre en gros en rouge, vous avez compris qu'en fait, ces financements ne sont pas de droit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes finalement un OG considéré comme de petite taille au titre du programme SMS numérique que vous avez le droit à ces financements. Ils sont bien affectés après une étude au cas par cas. J'ai bien dit une étude au cas par cas et non pas une étude et non pas des décisions arbitraires, une étude au cas par cas par les ARS. Et voilà, les sommes sont celles qu'on présente ici. Donc 20 kg € par ESSMS pour la partie équipement matériel. Pour les prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 15 kg € dans le cas uniquement où le porteur doit passer obligatoirement par le système d'achat dynamique, c'est-à-dire la procédure soumise au Code de la compte publique par le vecteur d'achat national. Dans ce cas-là, il y a une aide possible de 15 kg € pour de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et puis, dans tous les autres cas, une aide possible de 100 kg € par projet. Cette aide, elle peut être utilisée soit pour faire appel à des prestations, cabinet conseil par exemple, soit pour recruter un chef de projet interne sur un CDD sur une durée finançable par ces montants. Alors, il s'agit de quoi La conduite de changement, c'est animer des groupes de travail métier pour bien spécifier le besoin, paramétrer la solution pour qu'elle soit réellement adaptée à l'utilisation que veulent en faire les professionnels. C'est aussi préparer et suivre ce qu'on appelle les recettes, c'est-à-dire vérifier que le produit qui a été livré correspond bien à ce que nous avions décrit dans le cahier des charges. Piloter et assurer la gestion financière du projet, c'est très important dans la relation contractuelle et c'est souvent quelque chose qui nécessite une certaine technicité, pilotage de projet. Suivre l'atteinte des cibles d'usage et proposer des actions correctives pour que les professionnels, effectivement, on lève les résistances au changement. Alors, résistances au changement qui ne sont généralement pas parce qu'ils ne veulent pas y aller, mais simplement parce qu'à un moment, quelque chose est compliqué ou il n'y a pas eu la bonne formation au bon moment. Et voilà, il y a tout un tas de choses à faire dans le cadre du déploiement. Voilà, et donc ce recrutement peut encore une fois bénéficier à un recrutement interne. Voilà pour les financements spécifiques. Est-il indispensable de redérouler toutes ces planches ? Enfin, on va peut-être prendre un raccourci. C'est strictement la même chose que les planches qu'on vous a montrées précédemment. On a des cas d'acquisition, des cas de montée de version. C'est le même circuit, vous demandez à l'ARS. Simplement, effectivement, ce bonus de financement, pour des petites grappes, là on a pris une grappe de 8 ESMS, en fait, peut apporter des financements très notablement augmentés. Vous voyez, la 8 ESMS, on arrive à un financement total de 447 kg € potentiel. Et sans ces financements spécifiques, effectivement, une grappe de 8 ESMS serait beaucoup moins financée. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on ne repasse pas sur le détail des chiffres, c'est peut-être un peu fastidieux, et je pense que vous avez compris la logique. Voilà. Je te passe la parole, je crois, Odile. Oui. Donc, un petit zoom pour poursuivre sur ce qu'on appelle le dispositif SONS, donc SONS, qui s'adresse donc aux ESMS qui ont déjà un DUI. Donc, pour être éligible à ce programme, donc je vous l'ai dit, il faut être dans le cadre d'une montée de version. Et le client bénéficiaire, c'est l'organisme gestionnaire, ce qu'on appelle communément l'OG, qui est identifiable grâce à son numéro finesse juridique. Donc, un OG peut passer une commande auprès de son éditeur. On est donc bien dans ce cadre-là. L'éditeur fait signer un bon de commande à un organisme gestionnaire pour un ou plusieurs de ces ESMS identifiables à travers leur numéro finesse géographique. Un OG peut passer plusieurs commandes dès lors que celles-ci concernent des ESMS différents. Donc, des finesses géographiques différents dans ces différentes commandes. Puisque c'est indiqué juste en dessous, un ESMS ne peut bénéficier qu'une seule fois des financements de la vague 1 Ségur. Donc, on fera cette vérification de numéro finesse par numéro finesse. Est-ce qu'il a déjà eu un financement ou pas? Donc, la commande passée par l'OG, mais pour chacun des établissements de l'organisme gestionnaire. Et on vérifie bien que il n'y a pas un double financement, il n'y a pas des ESMS qui auraient plusieurs fois bénéficié de ce dispositif. Alors, on dit qu'il peut y avoir plusieurs bons de commande pour un OG, en particulier parce qu'un organisme gestionnaire qui aurait des établissements de différentes catégories, finesse,
avec des solutions logicielles potentiellement différentes. Par exemple, un organisme gestionnaire qui a à la fois des organismes de protection de l'enfance et des organismes pour les personnes en situation de handicap, qui accueillent et hébergent des personnes en situation de handicap, ne vont pas forcément avoir le même DUI, la même solution de DUI, donc vont avoir affaire à des éditeurs différents. Et donc, c'est chacun des éditeurs différents qui va approcher l'organisme gestionnaire pour lui faire signer un bon de commande pour les ESMS qui le concernent, pour les ESMS de son périmètre. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas non plus un bon de commande par ESMS géographique, puisque là, ça ferait vraiment un volume très important de bons de commande à traiter. Par contre, on recommande que chaque organisme gestionnaire réalise une commande unique pour l'ensemble des ESMS qui sont concernés par un même DUI. Tous ceux qui sont avec l'éditeur A, c'est un bon de commande. Tous ceux qui sont avec l'éditeur B, c'est un bon de commande. Voilà. Par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vu que la question avait été posée, un ESMS qui aurait bénéficié d'un financement à l'usage dans le cadre de la phase d'amorçage pour une acquisition ou un renouvellement. Donc, dans le cadre de la phase d'amorçage, il sera éligible au programme SONS, c'est-à-dire à la prestation Ségur. Par contre, si c'est une acquisition ou un renouvellement de solutions dans le cadre de la phase de généralisation du programme ESMS numérique, donc c'est-à-dire à partir de 2022, eh bien, il ne sera pas éligible à la prestation Ségur. D'accord ? Donc, ceux de cette année, c'est directement la prestation Ségur ou pas du tout. Et ceux qui avaient déjà fait une acquisition avant, oui, on peut maintenant bénéficier de la prestation Ségur. Et seules les commandes passées après la publication des arrêtés au journal officiel, on vous redonnera les éléments, enfin Fanny vous redonnera tous les éléments de calendrier tout à l'heure, peuvent bénéficier du financement. Alors là aussi, j'ai vu que la question était posée concernant la liste des éditeurs référencés. Donc, comment savoir si mon DUI est référencé Ségur? C'est une question tout à fait légitime que vous devez, en tant qu'établissement, probablement vous poser. Eh bien, il faut aller voir sur le site de l'ANS, avec le lien qui est indiqué en bas de ce support, les solutions référencées, et elles sont publiées chaque semaine sur le site de l'ANS. Pour autant, là, et encore une fois, on va vous présenter les calendriers tout à l'heure, on est plutôt au début de l'aventure. Donc, on est dans une phase actuellement, fin avril, où les éditeurs de PA, PH, domicile ont commencé à candidater, mais aucun d'entre eux, pour le moment, n'est encore référencé Ségur. Donc, ne vous étonnez pas, si vous allez aujourd'hui sur le site de l'ANS, vous ne verrez aucune solution référencée Ségur. Et puis, petit à petit, là, ils sont rentrés déjà dans le processus de référencement. Donc, bientôt, on espère que les premiers vont commencer à en sortir et donc, on va avoir petit à petit cette liste de solutions référencées qui va s'enrichir pour PA, PH et domicile. Pour les autres domaines, les documents ne sont pas encore publiés, les arrêtés ne sont pas encore publiés, donc ça va arriver également dans le courant de l'année. On vous reprécisera tout ça dans les calendriers tout à l'heure. Pour terminer sur cette diapo, les numéros finesses de référence pour les indiquer sur les bons de commande que chaque organisme gestionnaire doit indiquer sur son bon de commande pour bénéficier de la prestation Ségur. En 2022, la liste de finesse qui fait foi, c'est l'extraction de l'adresse au 3 janvier 2022 et elle est disponible sur le site data.gouv.fr. Donc, c'est une liste publique de tous les finesses qui sont éligibles à ce programme Ségur. Et puis, il y a quand même des évolutions de finesse tout au cours de l'année. Donc, pour l'année 2023, ce sera la première extraction de l'année 2023 qui fera foi pour savoir si les établissements sont éligibles ou non. Alors, toujours pour les établissements qui ont déjà un DUI, voici la liste de ce qu'on appelle la prestation Ségur. Elle couvre 6 dimensions. Et donc, voilà ce que ça couvre de manière assez précise. C'est à la fois la licence d'utilisation sur le périmètre couvert par le DSR, donc le référentiel d'exigence minimale et tout ce qui est expliqué dans le document, le dossier de spécification de référencement. Donc, ce périmètre-là, vous avez une licence d'utilisation, enfin, la prestation Ségur couvre cette licence d'utilisation. La prestation Ségur couvre également les frais d'installation, de configuration, de paramétrage, de qualification, la maintenance corrective associée à ce périmètre. Je précise qu'il n'y a pas de maintenance évolutive. La maintenance évolutive, ce sera la vague 2, probablement, mais
votre éditeur ne peut pas vous vendre une maintenance évolutive sur ce périmètre. La formation des professionnels de santé, le suivi du projet et la livraison de la documentation et l'accompagnement à l'obtention du certificat logiciel de type organisation quand c'est nécessaire. Donc ça, ce sont les 6 dimensions qui sont couvertes par le dispositif SONS, par la prestation Ségur. Ce que la prestation ne couvre pas, ne finance pas, ce sont les boîtes aux lettres, donc les abonnements boîtes aux lettres que vous pourriez avoir besoin de faire en fonction du nombre de boîtes aux lettres dans chaque établissement, bien sûr, quel que soit le type de boîte de messagerie sécurisée de santé, donc nominative, applicative ou organisationnelle. Les coûts associés à un changement complet de logiciel, donc ça, évidemment, ça n'est pas couvert. On est bien sur une montée de version par rapport à une version qui était valide et pas par rapport à une version qui est vétuste. Et puis, les coûts d'infrastructure additionnels, si par exemple l'établissement doit faire l'acquisition de serveurs ou changer de matériel, ça n'est pas couvert dans cette prestation Ségur. Et tout ça est expliqué dans les documents qui sont en annexe de l'arrêté qui est publié et qui explique tout ce fonctionnement. Les modalités de versement du financement, donc les financements sont versés aux établissements dès lors que, d'une part, ils ont fait signer le bon de commande à l'établissement, et donc il y a un bon de commande qui est validé par l'organisme gestionnaire, et ça permet de disposer du financement, du versement d'une avance à hauteur de 30%. Et puis, ensuite, une fois que l'éditeur a fini son travail d'installation de la version dans la structure, dans votre structure, eh bien, vous devez attester qu'il a bien fait le travail jusqu'au bout, c'est-à-dire que votre solution fonctionne correctement. Et pour ça, l'éditeur va vous faire signer une attestation indiquant que la solution fonctionne correctement dans chacun des établissements concernés. Ce n'est pas seulement un établissement pour lequel l'établissement doit attester que ça fonctionne. Il doit donc le faire pour chaque établissement en fournissant des indicateurs qui sont des indicateurs d'usage, à la fois du DUI, donc les indicateurs, et on a repris les indicateurs du programme SMS numérique, donc le nombre de DUI actifs par exemple, le nombre de DUI actifs avec un projet personnalisé et ceux qui ont au moins un événement. Et puis, l'établissement doit fournir également une attestation dans laquelle il y a bien une alimentation, on voit dans le tableau de bord qu'il y a bien une alimentation du DMP, de mon espace santé, avec des INS qualifiés, pour montrer que vraiment l'éditeur a fait le travail jusqu'au bout et que le DUI compatible avec mon espace santé fonctionne dans l'environnement de chacun des clients. Et c'est cette attestation qui va permettre à l'éditeur de bénéficier du versement du solde à hauteur de 70%, donc pour avoir la totalité du versement du financement. Ce qui est indiqué en bas à gauche, c'est que dès lors que les éditeurs peuvent anticiper le fait de faire signer des bons de commande à leurs clients dans une période de 120 jours qui précède le dépôt de leur preuve complète de la conformité de leur solution au référencement Ségur. Donc, les éditeurs doivent faire référencer leur solution auprès de l'ANS pour s'assurer qu'elles sont bien effectivement conformes à toutes les exigences positionnées par le Ségur. Et donc ça prend un petit peu de temps. Les éditeurs doivent développer leur solution et apporter des preuves à l'ANS pour montrer qu'effectivement leur solution est conforme à ces exigences. Et donc, dans les 120 jours qui précèdent le dépôt complet des preuves, les éditeurs peuvent commencer à faire signer des bons de commande. Il n'y aura aucun versement de financement tant que la solution n'est pas référencée Ségur. C'est simplement, j'anticipe la signature des bons de commande auprès des clients, mais les éditeurs ne peuvent pas se faire payer ni de l'avance et encore moins du solde, bien évidemment, tant qu'ils ne sont pas référencés Ségur. Voilà. Alors, Fanny, je te laisse la main sur les calendriers. Merci. Je vais essayer d'être rapide parce qu'on dépasse un petit peu le timing. Mais globalement, on vous a résumé là sur les 3 planches qui suivent les calendriers donc pour nos domaines du médico-social. Donc si là, on résume en fait dans
dans un calendrier toutes les informations qu'on vient de vous donner. Pour la partie autonomie des personnes âgées, personnes en situation de handicap et domicile. Donc en fait, le premier DSR qui vient de sortir, hein, quand on dit DSR, le dossier de spécification de référencement, on a ce calendrier, c'est-à-dire que pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez faire un dépôt de demande de financement là à partir du 28 avril. Le guichet en fait auprès de l'ASP, donc l'agent de service des paiements, va ouvrir et vous pourrez finalement faire ces demandes de financement jusqu'au 31 décembre 2023, donc faire des bons de commande en fait SONS auprès de vos éditeurs. Et on aura un paiement, ce que disait Odile, des soldes jusqu'au 31 mars 2024. Donc ça, c'est pour la première vague en fait du DSR vague 1, qui est actuellement aujourd'hui publié et pour lequel les éditeurs se font référencer. Pour les éditeurs, la clôture du guichet en fait, de référencement va intervenir là prochainement donc au 30 avril. Et ensuite, on fermera le guichet vraiment au 31 décembre 2022, à la fin de l'année. C'est là où, du coup, on arrête de recevoir des demandes de devis SONS. Ensuite, il va y avoir la vague 2, donc avec une publication de nouvel appel à financement DSR vague 2. Et donc ça, ce sera sur le début d'année 2024. Cette vague 2 va ensuite s'étendre jusqu'à la fin, au 31 décembre 2025. Donc il y aura un nouveau DSR, du coup, avec voilà, des nouvelles demandes SONS. C'est un petit peu le résumé. Donc, je pense qu'à retenir pour cette partie, en tout cas ces domaines-là, c'est vraiment qu'à partir du 28 avril, il peut y avoir déjà des demandes de financement, même si l'éditeur n'est pas encore référencé, mais qui va l'être. Et ensuite, une fin de ces demandes au 31 décembre 2023. Alors, sur la slide d'après, on a donc la même chose, mais cette fois, ça concerne les domaines personnes en difficulté spécifiques et protection de l'enfance. Donc là, on est sur un calendrier un petit peu différent, mais c'est toujours la même logique. Donc, on a une publication appel à financement du DSR vague 1 pour ces domaines-là, normalement sur, je crois, mi-mai. On a déjà une pré-publication au 1er avril, donc que vous pouvez retrouver déjà sur le site de l'ANS. Donc, l'idée de pouvoir faire cette publication officielle mi-mai pour ensuite démarrer finalement cette vague 1, à la fois le dépôt des demandes, c'est-à-dire les demandes de financement de vague 1 et des avances, et en même temps les éditeurs pour le référencement. Donc là, sur cette vague 1 pour personnes en difficulté spécifique et protection de l'enfance, vous aurez jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire des demandes de financement, et il y aura le paiement des soldes jusqu'au 31 mars 2024. On va s'enchaîner ensuite derrière tout de suite la vague 2, pareil, avec un DSR vague 2 qui commencera début 2024 et qui va s'étendre jusqu'à 2025. Et enfin, si je poursuis avec le dernier calendrier qui concerne cette fois les deux derniers domaines, donc AHI, accueil, hébergement, insertion et protection juridique des majeurs. Donc je pense que ça va répondre à une des premières questions qu'on avait au tout début. Effectivement, tout ce qui est protection juridique des majeurs, vous êtes concerné également pour le SONS, mais dans un calendrier un petit peu différent qui est celui-ci. C'est-à-dire qu'on aimerait faire une publication de l'appel à financement du DSR vague 1 pour ces domaines au niveau d'octobre, mi-octobre de cette année. Il y aura peut-être une pré-publication à mi-septembre, un petit peu en avance, pour une publication effective à mi-octobre, pour ensuite une ouverture du guichet de référencement donc pour les éditeurs début novembre, et donc la réception, comme les autres calendriers, c'est le même mécanisme, réception des demandes de financement et des avances de octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, et ensuite on enchaînera en 2024 avec la vague 2. Et je pense que je vais laisser la parole du coup à Benoît pour la partie préparer mon projet. Oui, pour préparer son projet, vous allez voir, on va vous présenter quelques liens. C'est les liens essentiels, autant côté ANAP que côté ANS. On a voulu vraiment outiller le démarrage d'un DUI ou le complément d'un DUI. Alors, le premier élément côté ANAP, c'est le déploiement du DUI en lui-même, qui se fait en 3 grandes étapes, qui est d'un côté pouvoir évaluer la maturité de SI de sa structure médico-sociale,
C'est très utile dans les grappes parce que ça nous permet de comprendre là où on en est chacun et de pouvoir avoir un diagnostic partagé. Ensuite, il y a des éléments de méthode pour déployer le DUI et ensuite toute une boîte à outils qui est disponible. Alors, comment on peut le construire? D'un côté, un autodiagnostic qui est très utile, comme je viens de le dire, pour les structures qui se connaissent peu. Et ensuite, on a des outils qui sont plutôt orientés soit pour le directeur, soit pour le chef de projet. Voilà. Alors, à chaque fois, on est un petit peu dans la même approche. Le premier, c'est on essaye de comprendre les enjeux. Donc, pour le directeur, c'est plutôt une synthèse de quelle est ma position, à quel moment je devrais intervenir, qu'est-ce qui est important pour moi, comment j'accompagne mes professionnels. Et puis, juste à côté, on a en fait une checklist de fonctions et d'actions à mettre en œuvre qui permet de s'assurer qu'on va bien dans le déploiement, qu'on fait bien toutes les étapes, qu'on n'a rien oublié. Et puis, on a la même chose côté du chef de projet. Par contre, c'est un petit peu plus étayé. On a la même chose, une méthode qui est bien décrite, assez finement, pour pouvoir bien guider autant les directeurs de structure, autant les professionnels, pour savoir où est-ce qu'on va, comment on élabore son planning, son budget. C'est un petit peu tous ces éléments-là. Et puis aussi une checklist. Voilà, une checklist qui permet de ne rien oublier, d'aller aux bons endroits au bon moment, de n'oublier personne aussi. Voilà. Et puis, le chef de projet, il a un certain nombre d'outils qui lui sont rajoutés parce que en tant que métier de chef de projet, on a toujours besoin de plein de petites choses. Et on le guide aussi vers des kits, voilà, comme le kit d'accompagnement au changement ou le kit vers comment décrire des processus. Voilà, on a pas mal de choses qui sont… tout est au même endroit, c'est vraiment le kit de déploiement DUI. Alors, pour ceux qui ont déjà un DUI de déployer, cet outil-là n'est pas inutile parce qu'au fond, on se rend compte que la plupart des structures n'ont installé que 1, 2 ou 3 grosses fonctions du DUI. Et en fait, ces outils-là sont tout à fait adaptés pour ceux qui veulent simplement poursuivre l'usage, augmenter l'usage des fonctions qui ne sont pas ou peu utilisées. Et donc, on vous incite très, très, très fortement, en tant que chef de projet, d'aller voir ces kits de déploiement du DUI parce que ce n'est pas que le DUI lui-même, c'est aussi toutes les fonctions d'accompagnement au changement et donc c'est valable pour tous les éléments du DUI. On sait que, en gros, quand on installe un DUI, on n'utilise que 30%, les professionnels n'utilisent que 30% de l'outil et c'est quand même sacrément bien de pouvoir poursuivre cet accompagnement de l'usage parce qu'on arrive assez facilement, avec un peu de persévérance, mais sur 1 ou 2 années, à atteindre les 60% quand même d'usage du DUI. Et en fait, ce kit est aussi adapté pour ça. Voilà. Je laisse la parole peut-être à l'ANS qui poursuit cet accompagnement de l'usage avec des outils un peu plus spécifiques à l'interopérabilité. Oui, effectivement. Donc, je vous invite à aller visiter le site e-santé.gouv. Il y a tout en haut une rubrique, en fait, une entrée dédiée aux structures médico-sociales. Et donc là-dessus, l'idée est de retrouver toute la documentation à la fois liée au Ségur, mais également à d'autres services, enfin au service référentiel SOC de manière très générale. Donc, il y a à la fois une FAQ qui est disponible, on vous a mis le lien tout à droite, qui peut être un point d'entrée finalement pour répondre à l'ensemble de vos questions au-delà des nombreux webinaires qui sont faits. Il y a aussi donc de la documentation, donc je pense notamment de mémoire sur la page structure médico-sociale et ensuite le Ségur du numérique. Il y a beaucoup de documents qui sont publiés sur ce Ségur pour le médico-social. On en a évoqué un certain nombre aujourd'hui. Je pense notamment aux différents appels à financement, à ces fameux DSR que vous pouvez en fait retrouver sur cette page-là. Il y a aussi depuis peu une fiche de synthèse par référentiel des services socle qui vous permet d'y voir un peu plus clair au vu de chaque service. Voilà, donc normalement, il y a toute une documentation finalement tout à fait complémentaire aux documents de l'ANAP pour vous accompagner là-dessus. Et également une partie, c'est tout à gauche, la partie prérequis, vos démarches, parce qu'on sait qu'une fois que voilà, il y a tous ces mécanismes de financement qui sont enclenchés en vue de bénéficier de DUI interopérables, Ségur, etc. Ensuite, il faut les utiliser, c'est pas toujours simple, et puis il y a un certain nombre de prérequis à mener avant de pouvoir les utiliser.
Donc, toutes ces parties sont détaillées là aussi sur le site, et puis il y aura certainement des webinaires spécifiques aussi sur ces sujets. Donc, il y a aussi la page l'agence actualité et les webinaires de l'agence qui peuvent vous être utiles pour vous tenir informé des autres webinaires sur les autres sujets. Voilà, je ne sais pas si on peut peut-être prendre maintenant quelques questions, essayer de voir celles auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, Didier a été très, très efficace. Ouais. Il a répondu à énormément de questions là, dans les questions qui ont été posées. Je vous confirme. Il y a beaucoup de questions. Il y avait pas mal de questions, je crois, sur les grappes. Oui, il y a beaucoup de questions sur les grappes. Ouais. Alors, j'essaie de voir. Peut-être, Fanny, si tu en es d'accord, peut-être qu'on peut prendre quelques questions orales sur les grappes. Ça permettra de... Alors, sur les grappes ou sur d'autres, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les grappes. Après, c'est un sujet qui est... Quand on rentre dans le détail, ça devient vite compliqué. Donc, j'ai répondu de façon précise au cas par cas, mais peut-être quelques questions générales permettront de donner des éléments de compréhension plus globaux. Je ne sais pas. À ton choix. Ouais, alors au choix plutôt du public, en fait. Hein, je ne sais pas, mais Élodie, je crois qu'avec ce processus-là, de webinaire, on peut pas, les personnes ne peuvent pas prendre la parole, il me semble. Ok. Non, c'est ça. Ok. D'où les questions. C'est ça. Oui, c'est effectivement un webinaire. Oui, ok. D'accord, ça marche. Alors, c'est dommage parce que moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris la toute dernière question. Là, peut-on avoir une explication sur ce qu'est le SIMS? Règle générale, c'est système d'information médico-social, mais... Est-ce que ce n'est pas plutôt le collectif SIMS? Ah oui, ça doit être ça, collectif SI pour système d'info, MS pour médico-social. Je pense que c'est important d'en parler parce que... Oui, c'est ça. D'accord. Peut-être Benoît, tu peux nous dire un mot. Ouais, très important. Oui, pour dire un mot sur les collectifs SI médico-sociaux régionaux, voilà, dans chaque région se constitue un pool en fait de responsables SI qui se mettent à disposition autant des structures, des organismes gestionnaires, des responsables SI aussi des structures et des organismes gestionnaires, qui se mettent aussi à disposition du GRAD, qui se mettent à disposition de l'ARS, des fédérations, voilà. Et donc, en fait, c'est un petit pool de responsables SI qui sont assez... qui sont un peu experts quand même de leur domaine et qui connaissent bien sûr très très bien le programme ESMS numérique, mais qui connaissent aussi très très bien les problématiques des structures. Voilà, donc dans chaque région se constitue ce petit pool. On a pratiquement des collectifs dans 2 régions sur 3, voilà, et donc on vous incite très fortement à les contacter pour vous soutenir, soit dans la mise en place du programme ESMS numérique, soit pour vous aider à accompagner une grappe, soit pour des problèmes techniques aussi, tout simplement. Dès que vous vous sentez un petit peu à l'étroit, ce sont des gens qui sont de terrain, qui sont là pour vous, et donc qui sont à votre disposition. Je vois, merci Benoît, je vois dans le chat une question de Florence sur le forfait et par numéro finesse. Donc peut-être, je ne sais pas si on l'a bien mentionné Odile, mais oui, hein, c'est bien par finesse. Oui, exactement, par finesse géographique. Par finesse géographique. Oui, tout à fait. C'est une règle intangible qui n'est pas triviale, mais c'est une règle intangible. On a une question de portée générale qui est hyper importante à répondre, Benoît. GRAD, qu'est-ce que ça sert? Enfin, Benoît ou n'importe qui d'entre nous. Alors, effectivement, on a répondu groupement régional d'appui au développement de la e-santé, mais est-ce qu'on peut dire 2 mots sur ce que c'est que les GRAD? Parce que pour les gens qui ne sont pas dans l'écosystème ARS, ça peut être important. Oui, je veux bien tenter le coup, mais après, vous me soutenez, mais... en gros, un GRAD, c'est une équipe qui est dédiée au numérique, qui est en lien très étroit avec l'ARS et qui soutient la mise en œuvre de l'interopérabilité entre toutes les structures de type social, médico-social et sanitaire, et même de la ville, voilà, et cette équipe-là est là pour soutenir tous ces secteurs dans la mise en place de l'interopérabilité. Donc, alors, côté médico-social, c'est pour soutenir l'interopérabilité des dossiers d'usagers, mais c'est aussi les plateformes régionales
des DAC, c'est un certain nombre d'éléments qui permettent que les systèmes d'information entre eux puissent communiquer et de plus en plus dans l'avenir. D'ailleurs, peut-être vous passer la réponse. Les grades sont des opérateurs des ARS, donc ils travaillent vraiment en très étroite relation avec les ARS, mais ce sont des opérateurs techniques donc qui vont vous aider dans toutes les problématiques techniques de mise en œuvre, à la fois sur ces différents programmes, mais sur les différents composants, et comme vient de le dire Benoît, en particulier sur les problématiques d'interopérabilité. Alors souvent, ils ont des noms un peu, vous n'allez pas les trouver, puisque je vois que cette question se pose également, vous n'allez pas les trouver sous le nom de grade, c'est souvent des GCS avec des noms un peu, voilà, chacun a inventé son propre nom. Le plus simple, c'est soit de regarder sur le site internet de l'ARS de votre région, soit de vous adresser directement à votre ARS pour être mis en contact avec eux. On a deux questions. D'ailleurs, sachez que l'ANS, vous ne adressez pas directement à l'ANS, mais à une forte proximité avec les grades. Fanny, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû te passer la parole tout de suite. Mais... Oui, d'ailleurs, sur le site aussi de l'ANS, on référence, il me semble, il y a une page dédiée à chaque grade. Donc, je pense que vous, sélectionnant votre région, normalement, on doit avoir les contacts. Ou en tout cas, vous trouverez le nom du grade déjà. Voilà, ça doit être référencé sur le site, effectivement. Oui, je vous mets le lien dans le chat. Merci, Elodie. Alors, je veux bien répondre à la question qui concerne, donc c'est une question posée par Léa Morise, sur la question du bon de commande de l'éditeur pour le financement, pour le Ségur financement SONS. Est-ce normal qu'il nous demande de payer alors qu'à ce jour, nous allons contractualiser fin juin suite au RESA? Donc non. Alors d'une part, dans le cadre de la prestation Ségur, vous ne devez rien payer. Le financement est pris en charge par l'État et le principe, c'est qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les établissements, donc vous ne devez rien payer et a fortiori payer dès maintenant, alors que, si j'ai bien compris dans votre message, vous faites d'abord une acquisition et une mise en place et puis ensuite un SONS, vous n'allez pas payer tout de suite. Donc là aussi, on vous invite à vous rapprocher de votre ARS pour voir avec eux ce qu'il y aurait dans le contenu de ce bon de commande. Alors après, si c'est un contenu de bon de commande qui est différent de celui de la prestation Ségur, ça peut aussi se justifier, mais ça demande à être regardé de près au cas par cas, mais ce n'est pas normal qu'ils vous demandent a priori comme ça de payer dès maintenant, donc rapprochez-vous de votre ARS. Alors, on regarde une question qui n'a pas répondu. Une question de fond sur laquelle on ne va pas pouvoir être complètement conclusif, mais très important, de Jacques Prieto. Oui. Effectivement, vous avez raison, Jacques. On est en train d'investir de l'argent dans du logiciel avec éventuellement des ressources humaines qu'on va embaucher sur des CDD. Et puis ça va générer effectivement des coûts d'exploitation récurrents. C'est une certitude. Bon. Comment ça va se passer après? Ce qu'on peut vous dire à ce stade, c'est que la CNSA a la volonté de porter ce sujet à la connaissance des financeurs, des gens qui votent les financements, et que la CNSA est plutôt sur l'option de dire qu'il faut effectivement, d'une façon ou d'une autre, pérenniser un certain nombre de financements, et effectivement via les CPOM. Voilà. À ce stade, on peut difficilement vous en dire plus, puisque ça fait partie de discussions dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. En tout cas, la position de la CNSA, mais je dis la CNSA parce que je parle de la CNSA, mais je sais qu'Odile et la DNS sont la même position. On est, conscient de ça, et deux, favorable au principe de trouver d'une façon ou d'une autre un relais au financement d'investissement via des financements pérennes et récurrents. Mais on ne peut pas être plus affirmatif. Le reste appartient en grande partie aux législateurs. Alors, je veux bien répondre également à une question qui est de Nathalie Anquez. Je ne sais pas si j'écorche votre nom. Doit-on obligatoirement s'inscrire lors de la vague 1 2022-2023 pour s'équiper, ou sera-t-il encore temps de s'équiper lors de la vague 2? Alors, dans l'absolu, oui, vous pourrez bien sûr, il sera encore temps de s'équiper lors de la vague 2. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure dans l'introduction, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
il faut que tout le monde joue le jeu. Plus tôt chacun va jouer le jeu avec un DUI qui est interopérable, qui permet d'alimenter mon espace santé, qui permet d'utiliser la messagerie sécurisée de santé, etc., plus on va fluidifier le parcours des personnes qu'on accompagne, des patients, des citoyens, des usagers, plus on va créer d'interactions, redonner la main au parcours de l'usager à lui-même. Donc voilà, dans l'absolu, on peut attendre la vague 2 pour monter à bord, mais encore une fois, c'est une aventure collective, et pour qu'il y ait du partage, il faut que chacun partage à son niveau les documents qu'il détient, les données qu'il détient, qu'il les mette à la disposition des citoyens, des usagers, des patients, j'ai envie de dire le plus vite possible, pour que ce mouvement s'amorce, démarre et petit à petit prenne son envol. Donc oui, dans l'absolu, mais ce serait dommage d'attendre 2024-2025. Je vais me permettre aussi un complément, c'est une question de marche peut-être. Oui, c'est sûr, on peut monter 2 marches à la fois. Oui. Par contre, ça demande de l'effort quand même. Donc, déjà, être bien accompagné ces professionnels pour cette vague 1, c'est déjà un effort à fournir, c'est déjà compliqué d'accompagner l'usage. Voilà. Oui, bien sûr, on pourrait tout faire d'un coup. Tout nous montre quand même on a que une pour question que les de professionnels… Manuela sur les versions vétustes. Attends, Fanny, parce que Benoît était en train de parler. Ah, on l'a perdu. Tu l'entends pas? Moi, je l'entends. Ah, d'accord. Ah non, là, c'est moi, pardon. Et je voulais simplement dire, c'est long l'accompagnement à l'usage. Il faut se dire aussi que l'accompagnement à l'usage, ça se termine pas vraiment. C'est tous les ans, il faut mettre une petite couche. De se dire que tous les 5 ans, on passe tout le monde au crible, ça marche pas bien. Il faut mieux que tous les ans, on fait un peu d'accompagnement auprès des professionnels, on les aide à monter au fur et à mesure. On est parti pour des années et des années où le numérique arrive. Moi, j'aurais vraiment une tendance, ça va pas s'arrêter à 2 marches, donc autant prendre chaque marche, prendre le temps. Vas-y, Élodie, je suis désolé. J'ai peut-être eu une coupure. Ben non, écoute, moi je t'entends, mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu l'ANS. Non, on est là. Pour être Fanny, c'est bon, tout revient. C'est les aléas du direct, c'est en même temps ça qui fait qu'on sait qu'on n'est pas des robots. Oui, Fanny, tu avais une question, je crois, en stock. Oui, pardon, je suis désolée si j'ai coupé. Je crois qu'il y avait une question dans le fil des questions sur des… Mais peut-être que du coup on a répondu et que je n'ai pas entendu sur les logiciels vétustes, donc qui seraient un peu trop anciens. Manuela Cheval, je ne sais pas si tu as répondu, Odile. Non, je n'ai pas répondu. Alors attends, j'essaye de trouver… Je peux faire dès maintenant direct, voilà. Oui. Alors, qu'entend-on par rattrapage de version? Nos éditeurs sont-ils censés nous indiquer les prérequis pour nous mettre ensuite en conformité si notre version est trop vétuste? Alors, effectivement, quand on traite là, c'est une question très pointue, là on rentre vraiment dans le détail. Quand on traite du référencement Ségur, on demande aux éditeurs de nous dire à partir de quelle version il est possible de faire cette montée de version. Donc, si l'éditeur a officiellement annoncé que la version 3, par exemple, était vétuste, c'est-à-dire il ne fait plus de maintenance dessus depuis plusieurs mois et que vous avez encore cette version 3 parce que vous n'avez pas souscrit de contrat de maintenance ou parce que vous n'avez pas suivi justement les différentes évolutions, là, il peut vous demander de financer un complément, c'est-à-dire il peut vous proposer un bon de commande, et là, ça va être payant, pour monter de la version 3 à une version qui serait un prérequis pour aller sur le Ségur. Donc, mais si vous avez suivi normalement les montées de version, les contrats de maintenance et que vous êtes dans une version à jour, eh bien, la situation ne devrait pas se présenter. Donc, c'est des situations un peu particulières. Si votre version est trop vétuste, à ce moment-là, votre éditeur pourra
vous faire monter une marche pour atteindre au moins les prérequis. Et là, dans ce cas-là, la marche sera payante. J'insiste aussi sur le fait, j'ai donné cette réponse à partir de questions, c'est peut-être le moment de se poser la question s'il faut garder cet éditeur ou pas. C'est important. Si vous considérez que c'est le bon cheval, eh ben, n'hésitez pas à aller avec lui. Mais en tout cas, posez-vous la question, vraiment. Engagez un dialogue contractuel avec lui. Et c'est toujours assez sain de refaire une mise en concurrence. Vous n'êtes pas obligé de faire une mise en concurrence dans le code de la commande publique, qui est une procédure qui nécessite des compétences en interne. Mais remettre en concurrence, c'est vous redonner le droit de renégocier des choses correctes avec les éditeurs. Donc, voilà, enfin, c'est sain de refaire à intervalles réguliers, en tout cas, se reposer la question de la relation contractuelle. Voilà. Pas forcément faire une mise en concurrence, mais à minima, se reposer la question de la relation contractuelle. Quelque chose de sain. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a… Il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu, je ne suis pas sûr. Et il y a une question de Léa sur la réforme SAD-SIAD. Je ne sais pas s'il faut qu'on y réponde ici. Alors, si tu la retrouves, si tu peux l'afficher, parce que c'est un sujet compliqué, cette affaire. Quid des nombreux investissements faits par l'État et par les services, avec la réforme des services autonomiques qui nous conduira à des fusions de SAD-SIAD avec des logiciels différents. Alors, peut-être un premier élément de réponse. C'est vrai que cette réforme, au moment où on a démarré nos travaux de conception de ces programmes d'investissement, on en était encore un peu loin. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, on n'a pas de réponse encore à cette situation-là. Je ne sais pas comment on va travailler ce sujet, mais là, pour le moment, on n'a pas de réponse toute faite à vous apporter. Didier, je te laisse compléter. Non, je n'ai pas plus à dire que toi. C'est un sujet qu'on a dans le radar depuis 6 mois. La mécanique du programme rend le sujet compliqué. Donc, non, on n'a pas plus de réponses, si ce n'est qu'on l'a bien dans le radar et que je vous remercie de l'avoir posé à nouveau. En fait, je crois qu'on peut peut-être aussi répondre que, le programme est dans un système d'amélioration continue quand même aussi. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui n'étaient pas encore matures au moment où on l'a lancé, au moment où on l'a testé. Par contre, tous les ans, pour ceux qui nous suivent, voient bien qu'il y a une évolution au fur et à mesure. Voilà. Et on va poursuivre au fond ça. On ne s'arrête pas demain matin. Voilà. Et c'est vrai que ça fait partie des sujets, les DUI différents, mais où les structures travaillent de plus en plus ensemble. C'est une des questions qu'on aimerait bien traiter. Alors, je suis désolée pour ma part, je vais devoir vous quitter. On a répondu à presque toutes les questions, mais pas toutes. Voilà, pardon. On espère que ce webinaire vous aura été utile et que vous pourrez y trouver donc des réponses. Le support vous sera bien sûr transmis à tous les participants. Voilà, et donc n'hésitez pas en particulier à prendre contact avec votre ARS si ce n'est pas déjà fait, qui vous orientera vers votre collectif, vers votre grade, pour vous embarquer, pour monter à bord et pour être partie prenante du Ségur numérique dans le secteur social et médico-social. Merci à tous et très bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.